Est-ce que pour toi, il y a une différence d'abord entre être entrepreneuse femme et entrepreneuse homme? Oui, en fait, quand le projet a avancé, il y a 2 moments où j'ai senti quand même que j'étais une femme. Ouais. من الرحل لمعاناة ديال جدها جات الفكرة ديال تعميم الترويض في ديور الناس. ترويض فريد من نوعه مرح كيستهدف أشخاص مسنين أو أصحاب الاحتياجات الخاصة. أشياء في هذه المنحة لا دخلوا السبيطارات المغربية غادي يتم إعادة الاعتبار المسنين وتمكنهم من الشفاء العاجل. وهذا بحد ذاته أحد المشاكل اللي طرقات لهم زينب أقومي بإنشاء ستارت اب ديالها ايزي جاي. On ne peut pas vraiment résumer le Maroc à des valeurs. C'est sûr. Au Maroc, il y a des gens qui ont des valeurs tellement différentes les uns des autres. Mais par contre, il y a une phrase qui est vraiment mon motto dans la vie, c'est l'if al-khair. Il y a aussi des entrepreneurs qui n'entreprennent pas par passion. Ça existe et ça marche aussi. Il y a des gens qui ont déjà travaillé quelques années, qui ont une vision très rationnelle des choses et ça peut marcher très 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 bien. Après, je vois des entrepreneurs qui sont au Maroc donc, et le retour c'est plus, il faut avoir une vision internationale du marché. Et si vous êtes dans un écosystème de start-up ou entrepreneurs ou salariés, dans n'importe quel écosystème, vous avez le droit d'être différent et de faire les choses différemment. L'intégration du produit au Maroc. Comment ça va? J'ai eu beaucoup d'anecdotes négatives, dont une dont je vais parler qui m'a beaucoup marqué. C'est un... Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salam alaikum, بخير, لاباس, وليدات, الله الدراري. يحفظك بخير. اليوم épisode جديد. Aujourd'hui un nouvel épisode de Moroccan Mavericks. Toujours learn and laugh, le même motto depuis le début jusqu'à la fin. اليوم l'épisode assez spécial parce que du coup مهم سنهضروا عليها من بعد. باسكو نوفو ستوديو خاصك تقول لا كاليتي زوينه. وي كاميرات 2 3 4 انور. اليوم on aura une nouvelle Maverick معنا في الاستوديو. او ثاني واحده شحال هادي دابا ودي عشان في اخبارك تولدات في المغرب وكبرات في المغرب وجايه معنا اليوم. ديالنا هادي والله الا عجبني حال انا. في اخبارك دايره دوب ديبلوم. enfin elle est venue en 2011 en France et a fait un double diplôme ESSEC central. Ouais. ماشي ما كاينش قلت نعاس هادي فريمون. اي عرفتي واحد الملاحظه اخرى نزيدك. En 2015, elle a fondé sa start-up en sortie d'école. مع الخرجات عشان en 2015 ما كان عندنا كاع حتى البروفي. لا البروفي ما كانش عندنا. تسعه. Troisième en français. Elle a fondé une start-up dans quoi? Dans la medtech. Et ça s'appelle Easy Gain. في شكل لا ميديك انا ما كنعرفش شنو هي واش دومين لوكراتيف واش شنو الهدف لا ميسيون ديغيغ. انا بغيت نعرف شنو واقع نسولوها قدامنا نسولها. Salut Zineb. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. La famille, les enfants? Très bien. Tout va bien? Quelle intro. Ça fait une semaine, on n'arrête pas d'écrire. On va dire quoi à Zineb? On n'est pas bien préparé. Yes, parfait. Tu vas bien? Ça va? Ça se passe? Très bien. Et excellent. je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ben, on est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous, de parler de pas mal de choses, d'entrepreneuriat, de la femme, bref, plein de sujets qu'on a envie d'adresser avec toi. Mais dans un premier temps, j'ai envie de te poser une question parce que genre, je pense que c'est important on a contextualisé un peu toi, ton parcours à toi, mais j'ai envie de te donner la parole pour que du coup tu présentes Easy Gain, c'est quoi et c'est finalement genre c'est quelle problématique que tu veux résoudre avec cette start-up là. Mais du coup, pour expliquer ce qu'on fait, je vais expliquer l'origine du projet. Ouais. Donc, comme vous avez bien dit, j'étais en école, donc tu étais au brevet si je compte bien. Ouais, exactement. Et du coup, en dernière année d'école, j'étais dans une filière entrepreneur à Centrale. D'ailleurs, c'est vraiment génial comme parcours possible pour les étudiants. Ce serait bien de développer ça dans d'autres écoles. Et donc, dans ce parcours-là, j'avais l'envie de commencer un projet. Je ne parlais pas forcément de start-up ou d'entreprise, mais un projet, de faire quelque chose qui me parlait, qui fait du sens, qui fait sens pour moi. Et à cette même époque, j'avais ma grand-mère à Rabat, qui habitait à Rabat, donc Farbat, qui est tombée chez elle à la maison, qui a fait 2 chutes en une année, et son état s'est dégradé beaucoup. Et en même temps, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer un médecin qui s'appelle Thierry, qui est médecin de rééducation. Et lui, son problème, c'était que quand il recevait dans son centre hospitalier des patients AVC, sclérose en plaques, des accidentés de la route, ils font les séances de rééducation au centre, ils sortent à la maison, et à la maison, ils n'ont rien. Donc leur état se dégrade, et un an après, ils reviennent en état pire que celui avec lequel ils sont sortis. Et donc, on voulait faire un produit pour aider les gens à marcher chez eux
et en centre, donc partout, en centre de rééducation, en maison de retraite, chez eux. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé EasyGain. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des dispositifs de rééducation de la marche, de l'équilibre, du membre supérieur, de beaucoup de choses. Et on est à équiper plusieurs centaines d'hôpitaux en France et à l'étranger. Très vite, est-ce que l'équipe ou le cofondateur, tu l'as rencontré à l'école ou c'était ton idée au début ou là c'était vraiment ton idée en retraçant ton histoire, le pain il était venu de chez ta famille, après tu as su relater ça aux autres ou peut-être le docteur, c'était un docteur qui avait traité ta grand-mère ou Non, alors le docteur il est en France. Ok, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste un concours de circonstances qui a bien fonctionné. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 mois, pendant 2 mois, je n'ai fait que visiter des hôpitaux. C'était mon quotidien, je visitais des hôpitaux, des maisons de retraite, et j'allais avec des associations d'aide à domicile pour voir comment ils font pour faire marcher les gens à la maison. Vraiment, pendant 2 mois, j'ai fait que ça, tous les jours. Parce que tu t'es dit quand... Pour comprendre, parce que je me suis dit peut-être qu'en France, il y a quand même du matériel. Je pensais un peu comme ça, je me dis sûrement il y a des choses qui existent. Et en fait, c'était assez hallucinant parce qu'on avait soit des grosses machines de rééducation robotique qui sont très très bien, vraiment techniquement, mais que tellement chères que peu de centres les ont. Ça prend beaucoup de place. Et donc, au final, 90% des hôpitaux n'ont pas grand-chose. Des barres parallèles, des tapis type Décathlon, pas sécurisés, pas adaptés. Et à domicile, il y a un terme très technique qui est la trottinothérapie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va deviner ce que ça veut dire. Moi, je connais la trottinette. La thérapie ou la trottinothérapie, c'est juste un kiné, quelqu'un qui aide quelqu'un à marcher. Donc c'est un terme technique tellement c'est ce qu'il y a en fait. L'année dernière, j'avais eu une entorse et j'avais besoin de quelqu'un pour... J'ai été trottiné. Et voilà, donc il n'y avait pas grand-chose en matériel et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Moi, je pense que j'ai une sensibilité quand même à la santé. J'ai mes 2 parents qui sont médecins. Et depuis toute petite, j'entends les histoires de patients au déjeuner. Et j'adore ça. J'adore comprendre. J'adore rentrer dans... Enfin, j'adore pas rentrer dans les problèmes des gens, mais comprendre leurs problèmes de santé, quelles sont les solutions. Et j'écoutais, je comprenais souvent pas grand-chose, parce qu'il y a des termes techniques de médecins qu'on ne comprend pas. Mais en tout cas, je sens que ça me plaisait comme secteur. J'y connaissais rien. À cette problématique en particulier de la chute, des accidentés de la route, etc. Mais je me suis lancée. Et avec ce médecin, ça m'a rassurée. Donc le médecin m'a vraiment beaucoup rassurée sur le besoin. Et on s'est lancé comme ça. Ok. J'ai juste un petit message comme quoi tout est possible. Zinoub كانت école de commerce, c'est ça. Oui, et alors après... moi j'ai fait l'ESSEC, donc j'ai fait une école de commerce. Et à la première année de l'ESSEC, ils ont ouvert une possibilité de double diplôme avec une école d'ingé qui s'appelle Centrale. Et donc j'ai fait le double diplôme ESSEC Centrale. Et à la base, c'était en prépa... Prépa ECS. ECS, ok. Comme quoi, tout est possible. Tu étais en prépa commerciale. Ah oui, tout est possible. Après, tu avais l'ingénierie. Au cas où, voilà, tout est possible. Et juste pour l'anecdote de l'ESSEC, parce que ça va peut-être parler à des gens au Maroc. Mais donc moi, quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup les matières scientifiques. Beaucoup plus que les autres. Que les autres matières. Et en fait, je voulais rester au Maroc pour la prépa. Mais la seule prépa, en tout cas, qui était compatible avec mon parcours, c'était une prépa ECS. Donc, dans mes choix, pour ceux qui connaissent le système français, tu as des choix de prépa. Et donc, j'avais une prépa ECS et que des prépas ingé après. Donc ensuite, quand je suis arrivée à l'ESSEC, ça m'a permis de repartir à Centrale, mais en ayant fait mes 2 années de prépa au Maroc. C'est possible. Tout est possible. Tout est possible, c'est très cool. Pour revenir à un truc, et je pense que genre moi là, il y a eu tu as une petite lumière qui s'est affichée et qui a fait gling gling. T'as dit que genre le pain de base, genre juste pour comprendre base, le truc de base qui t'a fait en quelque sorte découvrir ce secteur-là, etc., c'est ta grand-mère qui est encore vivante, qui est décédée depuis. Et en gros, bah, du coup, genre à quel moment tu t'es dit ouais, je vais essayer de faire un business ou de trouver une solution autour de ça. Genre, est-ce que c'est vraiment ça qui a fait que tu t'es dit, ouais, je vais visiter des centres d'EHPAD, des centres hospitaliers, etc., pour trouver une solution à ce problème-là que ma grand-mère a eu? Ou sinon, tu étais vraiment à Centrale, tu voulais être entrepreneur, tu savais que tu voulais être entrepreneur depuis un moment, en tout cas pendant tes études supérieures, et tu t'es dit, en passant sur plusieurs secteurs, tu t'es dit, attends, en fait, dans mon entourage proche, il y a eu ça qui a eu lieu dernièrement. Et en fait, c'est intéressant d'attaquer ça, surtout que ça me tient au cœur à moi et ça tient au cœur à ma famille. C'est plutôt le deuxième cas. C'est que j'étais déjà dans une optique de, pas forcément de fonder une entreprise, mais de réaliser un projet. De réaliser un projet qui pouvait durer 6 mois, et dans ma tête, ça a duré toujours 6 mois. Et je me souviens que 2 ans après...
j'ai une personne à qui je pense qui me dit mais ça c'est une entreprise. Je lui dis non, pour l'instant c'est juste un projet, on verra. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à me dire ok, là c'est une entreprise, c'est un vrai, c'est un cabis, ça existe, c'est une entité morale. Mais du coup c'est plutôt le deuxième cas. C'est ok, je veux faire quelque chose, mais il faut que ça ait un sens. Et il se trouve qu'à ce même moment j'ai eu ce problème dans ma famille et le besoin s'est révélé. C'est un concours de circonstances. Exactement, comme toujours. Oui. La vie, c'est un concours de circonstances. Oui. Et pour le coup, le marché attractif, c'est plutôt la France, alors que le pays, j'aime le Maghreb. De toutes les manières, le marché, c'est l'humanité, parce que c'est ça. Des personnes dans le monde ont des problèmes de marche, des maladies qui... Je peux rien dire. Donc en fait, il se trouve que là, j'étais là, en tout cas physiquement et géographiquement, j'étais en France. Donc ça a forcément commencé ici. Mais on a déployé au Maroc. Et là, pour moi, c'est un énorme succès qu'on puisse aller au Maroc avec nos produits. T'as déployé au Maroc quand il y a 2 ans. C'est du B2B pour le moment, c'est du business qui prennent. Oui. Des hôpitaux, des cabinets. Excellent. Et je pense à une entrepreneuse que peut-être que vous devriez interroger qui s'appelle Aziza Gnoun. Je vous en parle. Parfait, c'est noté. Et tu as un jibour. Ok, excellent. Et donc, tu as créé ta startup en 2015. Là, on est en 2023. Ça fait 8 ans que tu as créé ta startup. Tu as dit au début, genre, c'est l'impression que tu me donnes, en tout cas, genre, c'est l'aura que tu génères, c'est que tu as toujours été en quête de sens. En tout cas, il y avait cette notion de social et sociétal qui tient énormément à cœur. En créant ta startup, genre, je pense que c'est une question que moi, je me poserais si, Inch'Allah, je crée un projet ou autre. Est-ce que tu voyais aussi le côté lucratif dans tout ça, ou est-ce que tu disais le sens dans un premier temps en termes de priorité, et ensuite je verrai comment commercialiser mon produit, parce que finalement tu as créé un produit, genre tu as créé un produit physique, c'est des machines, c'est pas quelque chose de facile quoi. Alors juste quand tu parles de lucratif, tu parles de l'entreprise qui est lucrative ou lucrative à titre perso, donc pour moi. C'est quoi le sens de la question? Ce que tu veux. Enfin, je dirais en termes intérêt personnel et intérêt de l'entreprise. Parce que pour moi, il y a plusieurs types de valeur ajoutée. Tu vois, il y a la valeur ajoutée à caractère sociétal, ijtimaïa, comme on dit. C'est-à-dire que tu viens, tu rajoutes des trucs à la société, etc. Et il y a la valeur ajoutée aussi financière. C'est-à-dire, est-ce que toi, de base, quand tu voulais créer ton projet, il y avait quand même derrière dans ta tête, tu te disais, ouais, j'ai envie de créer un projet avec lequel je pourrais vivre et je pourrais en quelque sorte nourrir mes enfants, etc. Ou est-ce que tu te disais, le sens avant tout et ensuite on verra le côté lucratif? Non, ça a toujours été de pair, parce que je crois que s'il n'y a pas de côté lucratif, le sens ne peut pas se réaliser. En fait, à un moment, si le projet meurt parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il n'y a plus de sens qu'on peut donner à l'action, parce qu'elle va s'arrêter. Donc c'est quand même à prendre en compte au début. C'était pas un projet associatif, c'était pour créer une entreprise qui est rentable. Je suis très basique. Pour que quelque chose marche, il faut qu'elle dégage un peu d'argent pour payer les gens qui travaillent, et le matériel. Et donc c'est très simple. Et la production et le marketing et tout. Et donc non, c'était dans ce sens-là. Après, juste pour faire une nuance sur, pour moi, quelle est ma vision à moi dans l'histoire. Je n'ai jamais fait ça pour moi avoir de l'argent. Et je pense que c'est très important. Donc tout entrepreneur qui se lance en se disant que ça peut enrichir rapidement, c'est faux. C'est complètement faux. Il y a des moyens beaucoup plus directs d'avoir de l'argent. Travailler, être salarié dans peut-être la finance, le conseil, beaucoup plus faire du M&A. qui sont sûrs. C'est très dur, c'est très prenant. On travaille beaucoup dans ces métiers-là. Mais au moins, on est sûr. À la fin du mois, à la fin de l'année, on sait ce qu'on a. Entrepreneur, non, on ne sait rien. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait jamais quand ça va s'arrêter. Et il faut juste être prêt à ne pas le faire pour l'argent. Sinon, on ne le fait pas. Ok, d'accord. La patience, c'est quand tu fais les hôpitaux. Ou quand tu fais les hôpitaux, quand tu pars dans des hôpitaux, tu parles à des responsables, tu parles aussi aux patients. Tu essaies de voir ce dont ils ont besoin et tout ça. Et cette période de recherche, ça t'a pris combien de temps? À quel moment tu as commencé à penser au côté lucratif pour pérenniser? Tu vois, tu es allé tellement en profondeur, et ça, à quel point en profondeur, et ça t'a pris combien de temps? Juste pour... tu vois. Alors,
je disais, j'ai mis 2 mois à vraiment faire que ça 100% du temps. Vraiment 100% du temps. J'avais pas de cours, j'avais pas d'autres choses à faire à côté. Je faisais que ça. Et ensuite, par contre, ça a duré. Cette période a duré très longtemps. Ça a duré 2 ans pour le premier produit. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, on fait toujours ça. On va aller voir les clients, on va aller voir les prospects, on va aller faire des focus group, etc. Donc ça, on le fait toujours. Mais une période, je dirais 2 mois intenses, 1 an de manière régulière, mais pas que ça. Ensuite, voilà, on a déployé le produit mais on a toujours, en tout cas, j'ai toujours imaginé un projet d'entreprise qui marche. Après, je n'avais aucune idée de si ça allait marcher, ni comment. Enfin, je veux dire, mais tu t'es lancé quand même. C'est ça, c'est ce qui est fou. Et vraiment, moi, je trouve que c'est la naïveté qui fait qu'on se lance. Sinon, si moi, j'imaginais qu'il y allait y avoir autant de pas de difficultés, mais de challenges, peut-être que je me serais dit, ah mince, c'est peut-être difficile. pas. Ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, vraiment, j'étais naïve et c'est un énorme atout. Et je me dis que si un jour j'ai à réentreprendre dans quelque chose, je veux garder cette naïveté. J'aurais acquis des choses et qu'il faut m'apprendre à aller plus vite ou plus loin. Mais je veux garder cette naïveté, cette capacité de se dire, ok, je sais pas, mais c'est pas grave. Et juste on y va. Très vite. Michel Walidik, le projet. Au bien début. sûr. Ils t'ont encouragé, ils t'ont dit vas-y. En fait, sur le coup, je me rendais pas compte à quel point c'était. Ils t'ont pas dit attention, il n'y a pas d'argent, tu vas devenir pauvre, non, on peut pas. Non, parce que surtout sortie d'école, tu te dis, tu vas te lancer comme ça dans un. En fait, vraiment, ça, pour le coup, c'est ma chance, c'est que mes parents, mes frères soutiennent un max à ce que je faisais. Sans être. Je pense qu'ils se rendaient même pas compte que j'étais en train de monter une boîte. Ils étaient comme moi. Moi, je disais pendant 2 ans, je ne disais pas, je monte une boîte. C'est un projet. Après, bien sûr, on me posait la question, du coup, ça va où Je me dis, ça va arriver quelque part. mais ils me soutenaient énormément. Et ça, c'est... Et ça, c'est juste, j'ai cité que les parents, mais après, il y a tout l'entourage. Il y a les frères, c'est soutien. Non, les amis aussi. Moi, je voulais... Les amis, tout l'entourage proche. Ils disaient quoi? Ils disaient... En fait, je pense que dans les amis, j'avais 2 types d'amis. Certains qui étaient protecteurs. Et donc... qui disaient mais attention, c'est risqué, c'est quand même plus safe de faire autrement. Et t'en avais d'autres qui disaient t'as l'air heureuse. Et moi je me souviens d'une personne qui m'avait dit en sorte, quelques mois après Centrale, mais Zineb, comment tu fais pour être la plus pauvre parce que j'avais pas de salaire et la plus heureuse, en tout cas t'avais l'air heureuse. et vraiment je faisais des choses qui me plaisaient. J'allais voir des patients qui me disaient toi tu me changes ma vie. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est excellent. Et tu as parlé de safe. Safe. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer, en tout cas, genre, parce que EasyGain, genre, c'est une medtech, c'est une handitech plutôt. C'est un produit, genre, c'est un produit physique que tu as dû, j'imagine, genre, il y a tout un aspect conception, réglementaire, brevet, etc. Genre, à quel moment tu t'es dit Ranji, on crée un produit. Moi, genre, j'ai fait du coup des études genre centrales. Mais je maîtrisais pas. Mais voilà, c'est ça le truc. C'est que tu t'es dit, je vais me lancer là-dedans, alors que vraiment, c'est quelque chose de. Genre, j'aime beaucoup dire ce mot, je l'ai dit beaucoup sur tous les podcasts, deep tech. Genre, tu viens, tu crées un produit physique, tu as besoin d'ingénieurs qui vont concevoir le truc, des médecins qui vont certifier que c'est utile et que la personne, elle est droite et elle marche bien, et la trottinette, et etc. Donc, du coup, pourquoi ? Genre, pourquoi tu t'es lancé genre, à la création d'un produit physique ? Pourquoi tu t'es pas dit, je sais pas, je vais créer un petit software ou une petite application qui permet de rendre heureux les gens qui sont malades ou autres ? Genre, j'en sais rien, tu vois, genre... Parce que les gens, malheureusement, aujourd'hui, genre, tu le vois en termes de ratio, il n'y a pas beaucoup de startups qui créent des produits physiques, etc. Ça, c'est plus du SaaS. Et il y a aussi pas beaucoup de fonds qui investissent dans du hardware. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Parce qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps. Genre, la phase embryonnaire, en quelque sorte, de la startup, elle a besoin de temps pour évoluer, et augmenter, parce qu'il y a des recherches. Dans la biotech, par exemple, il y a besoin de temps. Mais il y a des fonds qui financent la biotech. Et en fait, vraiment, il y a une sorte... Mais c'est vrai qu'il y a le hardware, la medtech qui n'est pas biotech et qui n'est pas software, c'est pas le meilleur créneau en tout cas pour lever des fonds, mais c'est possible, il existe quelques fonds qui permettent de le faire. Alors pour revenir à ta question, j'étais vraiment convaincue qu'il y avait un besoin. Avec le docteur aussi, quand tu avais parlé au docteur, tu t'es dit... Et pas que lui, tous les docteurs, tous les médecins et surtout les patients. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es valide, quand tu n'as pas de handicap, de maladie chronique, ces gens, on ne les voit pas.
soit ils ont des maladies invisibles, ils souffrent, mais en fait, tu t'en rends pas compte. Et soit ils ont des handicaps et ils sont chez eux. Et ils ne se mélangent pas beaucoup à la population valide. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont très nombreux, ils ont des problèmes. Et moi, le nombre de fois où j'ai pleuré dans Easy Gain, pas parce que c'était difficile, parce que c'est des histoires de vie hyper émouvantes. Et donc, à un moment, tu te dis, il y a un besoin. Le software, c'est très bien, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais le hardware, parfois, est nécessaire. Pour lever une personne, c'est pas un software qui va la lever. Il faut quand même qu'il y ait une machine qui la lève. C'est pas ChatGPT qui va venir lever. Et ça, ChatGPT aide beaucoup, d'ailleurs, c'est un autre sujet. Mais voilà, donc le hardware, c'est difficile, mais il y avait le besoin. Je ne savais pas trop comment y aller. Et je me souviens d'un entrepreneur que je citais très bas, qui est très sympa par ailleurs, mais qui m'avait dit, Zineb, laisse tomber. Si t'as pas une vingtaine d'ingénieurs tout de suite, des millions d'euros tout de suite, juste laisse tomber. Et je pense qu'il y a quand même une petite partie, pas une grosse partie, une toute petite partie d'étudiants en moi qui me dit non, je vais le faire. Et j'aime en fait, le challenge. Et pareil, au Maroc, j'allais voir des médecins militaires, des médecins de rééducation. Certains me disaient, Binti, Mara, c'est des machines. LH. Et ils me disaient LH, il y a des besoins. Donc en fait, on y va. Et de toutes les manières, si c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, ça va se faire. Ça doit se faire. Et voilà. Pour revenir encore à la question du sens et du côté lucratif, encore une fois. Nous, Moroccan Mavericks, pour la valeur ajoutée pour la société, pour un sens, tu vois. انا بغيت une confirmation pardon حيت فهمتي on est toujours à la quête de confirmation كنشوفوا الناس اللي كبر منا كيفاش داروا واش زينب elle arrive à vivre avec un projet qui a du sens et voilà normal t'arrives à résoudre tous tes problèmes financiers enfin j'arrive à vivre correctement avec une famille un mari, 2 enfants donc il y a des charges et oui on arrive à vivre avec ça et à être heureux. Avec beaucoup de stress. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de travail, beaucoup de choses. C'est de l'adrénaline. Moi, je considère plus c'est excitant. Et voilà. Il faut être passionné quand même, je pense. Et aujourd'hui, du coup, pour voir avec un petit rétroviseur en arrière, aujourd'hui, vous en êtes où? Genre, Easy Gain, aujourd'hui, c'est quoi l'évolution? Parce que tu nous as parlé, il y a eu, genre, pour l'expliquer, il y a eu au début un hardware, un produit qui a été développé pour les centres hospitaliers, etc. Donc pour aider à la rééducation. C'est quoi le mot exact? Trottinette? Moi, trottiноthérapie. Non, ça on le fait pas nous. Okay. Ça, vous le faites pas. Easy Gain, j'ai dit. Mais du coup, donc vous avez commencé par c'est Emma ou Ami? Alors c'est Emma. Donc le premier tapis s'appelle Emma pour les centres. Ok. Sachant que depuis le début, on avait l'idée de développer la version domicile. Yes. Mais il fallait qu'on vérifie, qu'on valide. Donc du coup, ici ou les hôpitaux, on teste les choses. Et pour vous devez passer par les hôpitaux avant d'attaquer le domicile. Et parce que aussi le marché B2B est très mature. Donc les hôpitaux ont l'habitude d'acheter du matériel. Et ils ont de l'argent. On va pas changer leurs habitudes. L'argent, ça dépend. Mais en tout cas, ils ont l'habitude. Et par contre, le domicile, c'est vraiment un nouveau... On crée un marché. Aujourd'hui, il n'y a personne qui s'adresse aux patients à domicile pour les aider à marcher. Ça n'existe pas. D'ailleurs, tout est encore à faire. Sauf Decathlon et tapis roulant, mais ça n'a rien à voir. Oui, je sais. Et encore Decathlon, peut-être qu'ils se positionnent un peu sur la santé, mais qui vont se positionner plus tard. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de matériel adapté pour la rééducation de la marche, ni du membre supérieur, ni des épaules, ni rien du tout. Et donc du coup, on teste le marché du domicile. Et là, vous avez lancé du coup le deuxième produit qui est à destination du coup des personnes à domicile, qui est un peu moins cher, j'imagine. Et vous l'avez lancé quand? On l'a lancé début d'année dernière officiellement. À commercialisation du coup début d'année dernière. La commercialisation, et donc c'est quoi? C'est un tapis, c'est le même principe que le premier, mais adapté au domicile, avec un système de coaching à distance par des coachs adaptés. C'est comme des coachs sportifs, mais qui ont des diplômes, des certifications pour du coup donner les bons mouvements à avoir, en situation de handicap, pour fragiliser. Et aussi un système, genre pour compléter, du coup, un système VR qui permet du coup d'accompagner. Oui, c'est ça, et un module de réalité virtuelle. Donc, imagine. En fait, c'est exactement ça. Donc, avec un casque, tu peux marcher dans une forêt, dans une ville, alors que toi, tu es chez toi et tu ne peux pas sortir. Et donc, à ce jour, donc, là, c'est encore peut-être trop tôt pour dire par rapport surtout au nouveau marché. Mais est-ce que ça se passe bien? Genre, est-ce que vous. Genre,
déjà sur la partie B2B, est-ce que ça se passe bien? J'imagine que vous avez pas mal de clients. Tu m'as parlé d'internationalisation, tu m'as parlé de Maroc. Oui. J'avais lu un peu que c'était même présent dans d'autres continents, etc. Oui. C'est en Asie, Afrique et Europe. Ouais, tabarkallah, comme on dit. Mais donc du coup, est-ce que de un, c'est challenging d'attaquer le marché du domicile, et de deux, est-ce qu'il y a des petits signaux à ce jour qui disent que ah ouais, ça commence à devenir intéressant. Ça fait combien de temps exactement que le produit domicile a été lancé? Un an. Du coup, je disais début 2022. Okay. C'est une question très intéressante parce que ce que je vais dire est forcément biaisé parce que c'est moi qui le dis. Oui, en fait, encore mieux. En fait, il y a le marché du domicile, comme je disais, c'est un nouveau marché. Ouais. Donc, on n'a pas des milliers de clients à domicile. On a un peu moins d'une cinquantaine, ce qui est déjà très bien. Ouais. Et donc, selon ma vision des choses, c'est très bien et ça se passe bien parce que c'est un signe qu'il y a un intérêt alors que le produit n'est pas encore remboursé. Et les gens l'adoptent, donc une fois qu'ils l'ont, ils l'utilisent longtemps et ils ne s'en séparent pas. On a des locations qui se convertissent en achats, donc on a beaucoup de signaux positifs. Ah oui, vous avez même un système de location, c'est intéressant. Oui, on peut louer pour quelques mois parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies. Tu fais un AVC, pendant quelques... tu peux avoir besoin du tapis pendant 6 mois et ensuite retrouver ta marche. On a des patients comme ça qui ont retrouvé la marche et qui n'ont plus besoin de ça. Ouais. Et tant mieux. Ouais. Moi, je l'aurais gardé comme trophée à la maison. Genre, je l'aurais gardé comme ça à la maison en mode, tu vois toi, je t'utilisais il y a longtemps et là, je marche, j'ai plus besoin de toi. Et du coup, selon ma vision des choses, ça se passe bien. Selon une vision rationnelle des choses, c'est difficile et c'est long. Ouais. Mais moi, je pense que c'est normal que ce soit long et que pour que ce soit solide et que ce soit construit, il faut limite que ce soit long. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais non, mais je sais pas si c'est clair. C'est réel. C'est parce que je t'ai dit, moi, genre le fait de créer un produit physique, du hardware, genre naturellement, ça va être lent, surtout quand tu attaques un nouveau marché qui n'a jamais été attaqué. Ok, d'accord. Et c'est quoi le prix du coup du tapis à domicile? C'est 6 000 €. Ok. Avec des aides possibles. Ok. C'est vrai qu'il a besoin d'aide. Tu peux nous l'offrir? Tu peux nous l'offrir? Mais si, je dis ça. Ok. Ouais, excellent. Et donc, du coup, si tu donnes un petit conseil à genre demain, par exemple, il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer dans du hardware, dans de la medtech ou peut-être dans l'handitech, peut-être des concurrents. Si tu leur donnes des conseils, ça serait quoi comme conseil? Genre, tu leur dirais quoi? Je pense qu'il faut vraiment discuter avec des gens qui ont fait du hardware. Parce que ce qu'il faut, c'est juste savoir. Il faut juste savoir que ça va être long. Moi, honnêtement, je savais. J'avais discuté avec beaucoup d'entrepreneurs. À aucun moment, à un moment, j'avais fait dans mon business plan que dans 6 mois, que 6 mois après, j'allais avoir le produit sur le marché déjà déployé. Ouais. Mais bon, une fois que j'ai discuté avec quelques entrepreneurs, je voyais clairement que ça allait être long. Et il faut le savoir pour ne pas être surpris et énervé et pressé. Donc, il faut juste le savoir. Donc, il faut aller chercher l'information. Et moi, ça m'avait beaucoup aidé de discuter avec des entrepreneurs, quel que soit d'ailleurs leur horizon. Ça aide beaucoup. Ça permet de... Il faut savoir que quand un entrepreneur parle, il parle de son expérience. Ça ne veut pas dire que c'est la vôtre. Mais tu te l'appropries en quelque sorte. Tu peux prendre certaines choses, ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux des expériences des autres. Et c'est important. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Moroccan Mavericks. Moi, je prends la partie ton expérience et ton histoire. Le pain, j'aime ton entourage et ton entourage proche, ta famille. Et c'est ce qui t'a donné de l'énergie, beaucoup d'énergie pour régler ce problème, pour améliorer, déjà, tu as amélioré la vie des vieilles personnes, les aider à marcher, à leur donner. Donc, moi, je dis, c'est le conseil le plus important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Je pense aussi, genre, juste l'une de tes caractéristiques, c'est la patience. Et, la patience. Parce que, je ne sais pas si je suis patiente. Je suis calme, mais je ne suis pas patiente. Ouais. Mais parce que mais je savais que ça allait être long. Donc, en fait... c'est un type de patience. Genre, c'est une typologie de patience. Mais à quel point? Tu vois, t'es calme, mais tu vois, c'est... Par exemple, là, tu avais l'idée, tu es allé aux hôpitaux, tu es allé parler à des malades et beaucoup de choses. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auront cette force, je dirais. Mais moi, j'avais besoin de ça en pour sortie être sûre, d'école, en fait, tu vois. C'est important. J'avais besoin de ça pour être sûre que je ne fais pas un produit stylé qui ne sert à rien. Ouais, genre juste esthétique. C'est vraiment important. Et juste pour revenir au témoignage, parce que c'est vraiment des moments très courts de ma vie d'entrepreneur, mais qui ont été très importants. Je me souviens d'un témoignage d'un autre entrepreneur dans la medtech qui parlait du problème réglementaire. Ouais. Et qui disait attention, si vous faites quelque chose, c'est un hardware, allez voir un consultant réglementaire avant. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la conception qui dépendent du réglementaire.
Et donc, j'avais fait ça avant et j'ai gagné beaucoup de temps. Et j'ai gagné vraiment beaucoup de temps. Et donc, il y a beaucoup de petits conseils qu'on peut donner, qu'on peut mettre en... Si vous pouvez mettre dans la petite note là en bas. Bien sûr. Note aux entrepreneurs. Des choses qui m'ont beaucoup aidé. Après, du coup, pour revenir à la passion, tu parlais de la passion. Il y a aussi des entrepreneurs qui n'entreprennent pas par passion. Ça existe et ça marche aussi. Il y a des gens qui ont déjà travaillé quelques années, qui ont une vision très rationnelle des choses. Et ça peut marcher très, très, très bien. Ouais, c'est sûr. C'est juste que chacun doit entreprendre comme il est. Donc, il faut juste être aligné avec ce qu'on a envie de faire. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais... Il faut chercher à se connaître. Je crois que c'est ça. L'entrepreneur avec qui on avait parlé, on avait échangé, c'était un réseau social chat Anonymous. Je te rappelle, Blue Witch. Et il m'avait parlé du côté... en gros, il avait créé sa boîte autour de cela pendant la période du confinement. Et c'était pour attaquer le pain, dépression, confinement, pour aider les gens à sortir de cette dépression grâce du chat Anonymous. Mais c'était une vision très rationnelle, très... Ouais, mais non, il y a ce côté-là humain. Ouais. Oui. Ouais, non, mais moi je dirais il est plutôt assez présent. Enfin, comme pour EasyGain, ce côté très humain. Et du coup, là, aujourd'hui, EasyGain, c'est carré en termes de réglementation. Oui, on est vraiment carré. Donc, il vient, il check. Ok, ça va, excellent. أنا باش نرجع عاوتاني قبل ما نمشيو شي سوجي اخر. Bien sûr. كيفاش كانت l'intégration du produit au Maroc? شنو الصعوبات؟ شكون تلقى لك اول واحد قال لك est-ce qu'ils ont été à l'écoute? En fait, j'ai eu beaucoup d'anecdotes négatives. Honnêtement. Dont une dont je vais parler qui m'a beaucoup marqué. C'est un distributeur que je nommerai pas parce que ça sert à rien. Mais c'est un distributeur de matériel médical avec qui on avait contractualisé. On avait un contrat à signer. On avait un salon et on a payé le stand. Enfin, le stand, c'était à Marrakech. On a payé le stand pour qu'il puisse, lui, aller sur le stand et nous représenter. Et en plus, l'association des médecins de rééducation du Maroc était vraiment super sympa avec moi. Ils m'ont dit, bon, t'es marocaine, on va te donner un stand qui est bien placé. Et donc, on était bien. Et là, il m'appelle, un des médecins m'appelle le jour même. Il me dit, mais Zineb, il n'y a personne. Il n'y a personne sur le stand. Et, du coup, le jour même, je prends un billet, je pars à Marrakech directement parce que je ne peux pas faire ça. C'est important. Donc, c'est moi qui ai représenté, je suis partie. Et le distributeur en question n'a plus du tout donné signe de vie. Il est vivant, je le sais. mais voilà, il a disparu d'un coup. Ça, c'est vraiment très, très choquant comme anecdote. Bref, du coup, voilà, c'est un peu dommage. Stade de professionnalisme. Moi, je pourrais me permettre parce que moi, je suis toujours pas pro. Mais des gens un distributeur qui est déjà en place, qui fait ça. Oui, du coup, ça, c'était décevant. Mais je voulais vraiment que les produits aillent au Maroc parce que y a aussi un besoin au Maroc. Et pour moi, c'était important de faire arriver ça là. Et finalement, on a rencontré un distributeur qui est très, très, très sérieux, avec qui ça se passe très bien. Concours de circonstances. Donc, je pense que si je voudrais donner un conseil, c'est plutôt... C'est avoir des référentiels. J'avais pas fait la chose basique de demander des références. Avec qui tu travailles, comment... Ça, c'est important. D'avoir... les appels. Tu appelles. Alors, est-ce que c'est sérieux? Genre, essayer de ref calling, comment on dit. Due diligence. Due diligence, deal flow. Exactement. Qui est très facile au Maroc. Tu appelles, les gens, ils sont vraiment contents de donner des nouvelles, donc c'est facile. Mais il faut le faire. Ok. Et donc, du coup, mis à part ça, sur l'aspect... Mis à part ça, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très bien. Je suis très, très contente de ce qui se passe en ce moment. Tu suis un peu d'un œil près parce que du coup... Il y a des retours... à l'intérieur des patients marocains ou là les ok, nickel. C'est ce qu'on veut. Ah, ça va. Yes. Trop cool. كنت غاوي شادين سوت والله الا زين ما تباغا والله الا تبقاو جوي خدام في اطار الضحك في اطار الضحك comme on dit. Là, du coup, juste pour finaliser sur cette note-là, genre la partie Maroc. Là, aujourd'hui, le Maroc, j'imagine que c'est pas votre cœur de cible, ou en tout cas votre genre votre chiffre, vous le faites un peu par chiffre, on le fait surtout en France en ce moment. Parce qu'on a une démarche à l'export active, mais c'est pas celle sur laquelle on met le plus d'énergie pour le moment. Ok. Mais le Maroc, c'est un marché important à l'export. Ouais, ok, d'accord. Et donc, du coup, toi, quand tu as commencé à t'intéresser au Maroc en termes de marché, en termes de maturité de marché, etc., c'est quoi qui t'a le plus titillé ou à la rigueur,
tu t'es dit peut-être j'aurais pu créer ma startup au Maroc ou peut-être pas. Tu vois, genre en mode heureusement que j'ai créé ma startup en France et que j'ai exporté mes produits au Maroc. Est-ce que tu t'y connais un peu sur l'écosystème un peu startup au Maroc? Je ne m'y connais pas assez pour donner des choses justes et des informations justes. Mon impression, c'est qu'en tout cas sur la partie hardware, c'était quand même pas hardware, mais plutôt aide financière au début. Ouais. Pour ceux qui sont en France, il y a quand même pas mal d'aides pour commencer. Ouais. À base de 30, 40, 50 000 euros. Ça peut paraître pas beaucoup quand la boîte avance, mais au début, c'est énorme. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Pour du hardware, je sais qu'au Maroc, je sais qu'au Maroc, ils commencent à faire ça. Ouais. Mais je ne sais pas vraiment où ça en est, donc je peux pas trop en parler de manière juste. D'accord. Ouais. Après, je vois des entrepreneurs qui sont au Maroc, donc, et le retour, c'est plus, il faut avoir une vision internationale du marché. Et pas juste mais le Maroc, c'est quand même un marché... pour faire ton proof of market et ensuite s'attaquer à l'Afrique ou à d'autres pays qui pourraient avoir des pains similaires, quoi. Moi, je pense que vraiment, ça dépend du business et du marché. Ça peut être, ça dépend de ce que fait l'entreprise. C'est difficile d'avoir des généralités, surtout que moi, je n'y ai jamais été. Ouais. Donc, tout ce que je dis n'a pas trop de valeur sur ce sujet-là. Ouais. Mais, Ça, c'était le retour des entrepreneurs. Que disent les entrepreneuses sur le marché de l'entrepreneuriat en général au Maroc ou si tu as vu aussi, si tu as rencontré des Marocaines qui ont entrepris aussi en France. Parce qu'il faut le rappeler, tu es entrepreneuse femme genre tu es là. Moi j'aime pas le rappeler parce que pour moi à partir du moment où tu le dis pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Mais moi par exemple, nous, je pense, on le voit, genre, notre dernier stage, on a eu l'occasion de travailler dans des VC, etc. Ouais. Et donc, moi, quand je voyais le nombre de dossiers où il y avait des femmes, genre, c'était comme si c'était une petite pièce d'or au milieu des pièces. Genre, il y en a pas. Il n'y en a pas en fait. Genre, quand je parlais à une femme, je me disais, ah ouais, ok. Genre, j'avais limite envie d'investir juste parce que c'est une femme, malheureusement, tu vois. Genre, ah ouais, discrimination positive. Ouais, vraiment, exactement. Et ça marche bien des fois, tu vois. Mais, juste pour rappeler, vous avez investi juste. C'était ma start-up. Mais c'est réel. Le dernier investissement que vous avez fait, c'était une start-upeuse. Et donc, du coup, tu le vis comment? Genre, être entrepreneuse femme? Genre, est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce que pour toi, il y a une différence d'abord entre être entrepreneuse femme et entrepreneuse homme? En fait, moi, pendant longtemps, il n'y a jamais eu de sujet pour moi d'être une femme, honnêtement. Juste, je faisais ce que j'avais à faire et je me dis que tout le monde a des contraintes et des points positifs et des points négatifs. Ce qui est totalement naturel et bien, parfois, c'est même ce que tu dis, c'est même positif parce que du coup, quand tu es une femme, au moins, on t'écoute parce que tu es différente. Par contre, oui, en fait, quand le projet a avancé, il y a 2 moments où j'ai senti quand même que j'étais une femme. J'ai fait une deuxième levée de fonds. Ok. Et j'étais enceinte, donc pendant la levée de fonds. Ouais. Et au début, donc, j'ai discuté avec quelques fonds. Ensuite, le ventre commençait à sortir et je commençais à leur dire que j'étais enceinte. Et je sentais quand même qu'ils se retiraient par peur. Par rapport au fait que... Par rapport au fait que j'étais enceinte. Sur le coup, ça me faisait vraiment mal parce que pour moi, je comprenais pas en quoi c'est... Il y a aussi des papas, il y a des papas entrepreneurs qui ont des enfants. Donc, en soi, il n'y a pas de raison pour que ce soit différent. Donc, sur le coup, je l'avais quand même pris mal. Ouais. Mais je dirais que 1-2 mois après, donc quand j'ai accouché, je me suis dit, mais c'était tellement une sélection positive parce que je me serais peut-être entourée d'investisseurs qui ne comprennent pas que le monde tourne et que la vie tourne et qu'on a le droit d'avoir une famille et que le tout n'est pas incompatible. Ouais. Et donc, à ce moment, j'ai bien senti quand même la différence, Et parfois, en rendez-vous, j'étais avec un salarié ou avec mon associé. Ouais. Et ce n'est jamais moi qu'on regarde. Et moi, ça me fait trop rire. Honnêtement, ça m'a jamais énervé. Ça me fait toujours très rire. Parce qu'à la fin, en sortant, je me dis, mais je ne vais pas dire le prénom des gens qui servent quoi, mais c'est marrant parce qu'ils ne se rendent pas compte. Mais sur ce sujet-là en particulier, c'est moi qui dois décider. Donc, c'est bête, en fait, de ne pas me regarder quand on parle. Ouais. Et à un moment, on s'habitue à ne pas être regardé. Je pense que c'est pas bien. Enfin, je pense que c'est pas bien de s'habituer à ne pas être regardée. Mais voilà, à part ces moments-là, je dirais que j'ai jamais senti vraiment que j'étais différente. Ouais. Ça reste des moments importants quand même. Parce que le fait d'avoir des enfants, c'est comme si tu créais des startups finalement. Oui, en très mignon. Ouais, en très mignon. C'est des startups à plein temps, mais en tout petit mignon. C'est pas du hardware qui vont t'aider à remarcher ou quoi. Et ça, pour le coup, pour moi, donc, c'était très important d'avoir un équilibre de vie perso-pro qui me nourrissait, qui me permettait d'être
de rester en tête du projet et d'être aussi concentré dans ce projet. Parce qu'il y a la quête de sens professionnel, mais aussi la quête de sens personnel. Parce que l'humain est complet, il n'y a pas que le travail, que le projet, c'est important. Ouais, mais juste, ils te regardent pas ou ils savent que tu es enceinte et peut-être ils se retirent. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent qu'il y aura une période où tu ne seras pas disponible et que tu seras en train d'être dans les premiers jours Je pense qu'il y a quand même des investisseurs qui sont retirés juste parce qu'ils voulaient se retirer et comme tous les fonds, je veux dire, quand on lève des fonds, tous les investisseurs ne sont pas obligés d'accepter ce que tu proposes. Donc il y a quand même une bonne partie qui a refusé, mais par choix conscient et logique et rationnel. Mais pour les autres, peut-être que c'est ça, peut-être qu'ils ont eu l'expérience de leurs femmes ou leurs amis ou leurs proches qui ont vécu la maternité d'une certaine façon. C'est ça. Et moi, je l'ai vécu différemment. Et... T'es vite revenu dans le bain Ou est-ce que tu travaillais en même temps? Ou tu travaillais dans le bain? Genre, c'est une question un peu personnelle, mais... Alors moi, je travaillais quand même... en fait, quelques jours après, je me suis remise à travailler. Du coup, ça peut paraître inhumain, ou en tout cas, on peut dire que... Pas inhumain, mais je veux dire, on peut dire qu'on ne donne pas du coup assez de temps au bébé. Mais sur plusieurs années, je sens que je passe beaucoup de temps avec mes enfants parce que justement, je suis tellement flexible que j'ai le choix. Je choisis de sortir tôt, je choisis de... là, je veux faire quelque chose avec eux, je le fais. Et ça, c'est vraiment génial. Okay. Donc, mais oui, j'ai dû quand même travailler. Ça n'a pas eu de répercussions négatives? Non, sur la boîte, pas du tout. Là, pas sur la boîte. Sur la vie de famille aussi. Ah non, pas du tout, au contraire. Au contraire. J'ai un mari entrepreneur qui me soutient énormément. Voilà, donc merci à mon mari qui s'est connecté. Ça fait quoi d'être dans un couple entrepreneur? Genre, ça parle de start-up Madame Midi Soir ou quand même il y a une limite qui se fait entre, on rentre à la maison, on parle de start-up, mais des start-up tout de suite mignons qui sont les enfants. On parle on parle quand même principalement de la famille. Sinon après c'est invivable. Bah oui. On parle principalement de la famille. Après quand il y a des sujets, ce qui est bien c'est qu'on se comprend. On sait quels sont les challenges, on sait qu'il y a des moments plus durs que d'autres. Et ça c'est... En tout cas, j'ai de la chance, alhamdoulilah, sur cet aspect-là. Donc, Anouar, ما تخافش إلا بغيتي تاخذ شي مع entrepreneur سير توكل على الله. صافي أنا ما الصراحة باقي تشالفين حنا باقي ماشي مشكل باقي تجوش الوقت. سافا السؤال لا زعما فريمون خليه الله يرحمه ديك. انا كان الحلم ديالي نتزوج بكري. Très tôt, je pense que c'est le moment pour toi, oui. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est vraiment, ça crée une force, c'est réel ça. Ou là c'est plutôt... Je pense que tout est bien, je pense que il y a pas de bonne réponse à cette question. Exactement ça. أنا كنت شويه كنسول باقي داير باقي صغير. Et donc du coup, tu vois, là, si tu avais un conseil, tu vois, après les petites péripéties que tu as eues pendant ton parcours en tant qu'entrepreneuse femme, si tu avais un petit conseil aussi à donner à des entrepreneuses qui sont genre marocaines, tu vois, avec il y a quand même genre un peu de difficulté aussi dans la société, comment elle te voit, etc. C'est quoi comme conseil que tu donnerais en mode technical, practical, genre entoure-toi de mon entourage, genre voilà, c'est quoi comme type de conseil que tu pourrais donner? Si dans ton entourage il y a des personnes qui te tirent vers le bas, ne les écarte pas quand même, mais en tout cas complète cet entourage par des gens qui te tirent vers le haut parce que c'est important. C'est vraiment important. On n'est pas seul entrepreneur, il y a tout l'entourage qui va avec. Et dans le cas où tu n'as pas d'entourage, parce que tu peux aussi être dans tes cas où tu es seul, aie confiance en toi. Moi, je vais parler d'un petit détail, c'est que moi, j'ai une toute petite voix. Vraiment, là, je ne sais pas au micro, mais en tout cas, dans la vraie vie, j'ai une petite voix. Donc, pour qu'on m'entende, il faut que tout le monde se taise. Sinon, c'est très compliqué. Je trouve quand même, elle est genre... Elle fait taire tout le monde. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais genre... Pas forcément, ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Et en fait, et du coup, pendant longtemps, je me suis dit, mais j'arrive pas à m'imposer avec ma... Enfin, j'ai envie que les gens m'écoutent. Et en fait, maintenant, juste, je l'accepte. Vraiment, je me dis, ok, en fait, c'est pas grave. Ou par exemple, moi, je sais que, du coup, quand je levais des fonds, j'ai du mal à exagérer. Donc, par exemple, quand je donne un business plan, j'écris vraiment ce que je pense. En tout cas, je vais pas dire, ok, je vais multiplier par 10, 15, je fais une courbe exponentielle pour montrer comment ça peut évoluer en 3-4 ans. J'arrive pas. Ou quand je fais, je me dis, oh là, j'y crois tellement pas que je le présente pas bien. Et donc, je me souviens que beaucoup de fonds, de VC, me disaient, mais c'est pas assez ambitieux. C'est pas assez ambitieux. Et moi, dans ma tête, non, c'est hyper ambitieux, mais juste ce que je écris, c'est exactement ce que j'ai envie de faire.
Et donc, les quelques fonds qui ont investi chez nous, bon, eux, ils aimaient bien cette qualité d'être juste terre à terre. Ça peut être une force aussi. Ouais. Et, ça dépend. Mais en tout cas, avec eux, c'était une force. Et donc, finalement, je faisais vraiment ce que je disais qu'on allait faire. Et donc, à un moment, juste... même si vous êtes dans un écosystème de start-up ou entrepreneur ou salarié, dans n'importe quel écosystème, vous avez le droit d'être différent et de faire les choses différemment. Et juste faites-les comme vous le pensez. C'est important de rester très fidèle à soi-même. Sinon, on se perd après. Vraiment, sinon, c'est très difficile et on se perd. Ouais. Rester fidèle à soi-même, au principe. Exactement. Et croyez en vous, même si vous n'avez aucune connaissance, ça peut le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être un génie. T'es la mieux placée. T'es la mieux placée à le dire. Ouais, vraiment, j'y connaissais rien au secteur. T'as créé une machine pour rééducation alors que, genre, mis à part le fait que tes parents soient médecins et l'histoire que t'as, etc., genre, t'avais pas de connaissances techniques, ingénieur, genre, tu t'allais pas dire, demain, rentre le garage ou rentre ça ou D'ailleurs, le premier proto qu'on a fait tester, il était tellement nul que vraiment, on était là, donc on faisait tester aux patients, on était quand même là au cas où il tombe parce que c'est aucune. Ouais, donc en fait, c'est pas grave. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé d'être au point pour commencer. Excellent. Ouais, mais il faut pas être au point. Mais après, encore, je vais redire, c'est ton expérience. C'est quelque chose que tu as vu, que tu as repéré dans ton entourage, ou tu vois, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué, où tu commences en fait. C'est là où tu peux construire ton monde ou ta start-up ou ton univers. En fait, ça peut être ça, mais ça peut aussi être. Si moi j'avais pas cette histoire avec ma grand-mère, j'aurais pu quand même faire un truc de rééducation. Enfin voilà, visiter des centres, voir s'il y a un problème et juste partir du terrain, c'est important. Ne pas imaginer les choses, s'asseoir dans son bureau et dire que ça va marcher un jour. Allez voir les gens. Et t'es rentrée en te présentant en tant qu'étudiante ou entrepreneuse Non, en tant qu'étudiante. C'est beaucoup plus facile. En médecine Non, étudiante, ingénieure. Avec un projet. Et quand même, j'avais peut-être 1% de personnes qui étaient d'accord pour me rencontrer. Donc, j'avais quand même beaucoup de noms. J'avais stalké un peu. Genre, tu étais même en école, etc. Tu étais intéressée par le côté un peu genre social. Genre, tu étais à Cheer Up, tu étais dans des associations, etc. Où finalement, tu es confronté à des personnes dans des centres hospitaliers, etc. Genre, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, etc. Genre, à part ça ? Ouais, genre, non, à part ça. Il y a ça déjà, ce qui est important. Ça rentre dans ta quête de sens et ça rentre un peu dans ce que tu fais aujourd'hui chez Easy Gain. Mais mis à part ça, genre, du coup, t'aimes bien rester avec tes enfants mais bien sûr, la famille, c'est quand même... C'est pas que j'aime bien, c'est que... Numéro uno. C'est voilà. Mais à part ça, moi j'ai besoin de moments où je suis seule. C'est pas des journées, mais ça peut être une demi-heure où vraiment je suis seule à danser. J'adore danser. J'ai fait beaucoup d'années de hip-hop. Oh, ok. Donc c'est un peu bizarre, mais en tout cas j'adore ça. Et ça me permet de me défouler. C'est pas du tout bizarre. C'est basique, mais j'adore avoir ces moments où je m'éclate toute seule. C'est important. Oui, c'est sûr. Donc du coup, genre un entrepreneur doit quand même avoir une sorte d'équilibre vie pro, vie perso, comme tu as dit, et danser dans la vie. Pour que sa boîte réussisse, pas forcément. Parce qu'on voit aussi des entrepreneurs qui n'ont aucune vie et qui sont bien comme ça. En fait, vraiment, il n'y a pas de bien et de mal. Il faut que ce soit bien pour toi. C'est ça qui est important. Il ne faut pas se comparer ou essayer de faire comme... Tu fais comme toi, tu as envie d'être et c'est tout. T'es marocaine. Oui. T'es né au Maroc. Oui. الناس ديال الرباط تبارك الله عليهم. تحية الناس ديال الرباط. J'avais toi dans genre je pense on l'a bien compris par rapport à ton entourage etc. Oui. Mais toi dans ta start-up, dans tes projets, que ce soit même ta famille etc. Où est-ce que tu vois un peu l'influence du Maroc? Genre sur tes qualités en tant que personne, individu dans la société, et genre dans ta manière de faire les projets ou peut-être dans ta manière de manager tes équipes. Pas juste... Parce que même, il peut y avoir une influence comme il peut pas y avoir une influence. En fait, oui, c'est un peu difficile parce que même là, on peut pas vraiment résumer le Maroc à des valeurs. C'est sûr. Au Maroc, il y a des gens qui ont des valeurs tellement différentes. C'est sûr. Mais par contre, il y a une phrase qui est vraiment mon moteur dans la vie, c'est de l'Ifa al-Khair. En fait, je suis rarement choquée par ce qui arrive dans l'entreprise, là, sur le point de vue pro. Même quand il y a une mauvaise nouvelle, je me dis ok, c'est forcément bien quelque part. Faut trouver une solution. Je peux être triste pendant 2 minutes, mais c'est très rapide.
je dramatise jamais les choses. Ok. Et il y avait cette envie de changer quelque chose au Maroc ou représenter le Maroc à travers le projet que tu as mené ou avant, enfin une petite motivation comme ça. En vrai, pas forcément. Surtout sur ce projet de santé qui est plutôt. C'était personnel, c'était une quête de sens. Oui. C'est ça. C'est plus. C'était par rapport à toi et par rapport à ce que tu as vécu. Après, j'espère que je le représente bien quand même un petit peu, mais. Ça va. En tout cas, c'était pas RPZ de fou. RPZ de fou, toi. RPZ de fou. الناس اللي تشطحوا الهيب هوب راه مغاربه. Il y a personne d'autre qui danse du hip hop dans le monde. كتسمع الهيب هوب زعما ابار كتشطح عليه زعما. J'écoute tout. Non mais tu danses sur le hip hop donc. Comment ? Tu danses sur le hip-hop, donc tu écoutes tu peux partager avec nous les artistes. Non, je ne partagerai pas. Les artistes, c'est معروف زعما الماشي ديالنا ما ديالكم ما ديال تحد. J'ai déjà partagé beaucoup là. Non mais OK. Totalement raison. Juste pour faire un shout-out peut-être des artistes marocains sur qui mais non, tu veux pas. Non. Ils sont tous bien les Marocains. بينا كتمزك البيك. راك عندك. OK. Et donc pour conclure tu vois, ce podcast, il y a le temps qui nous poursuit avec une hache derrière nous. Et toi aussi, tu as des choses à faire. Tu as une start-up à continuer à faire évoluer. Même si tu dis que les business plans ne sont pas une courbe exponentielle, mais quand même, il y a des choses à faire. C'est une très bonne courbe. Tu vois, voilà. Et donc, on est rentable. Investissez dans EasyGain. S'il y a des investisseurs, investissez dans EasyGain. Est-ce que toi, du coup, en tant qu'entrepreneur, là, au jour d'aujourd'hui, tu es en 2023, et tu vois, du coup, avec un petit rétroviseur encore, en arrière, etc., tu es satisfaite de tout ce que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec EasyGain, avec toi personnellement, et voilà, tout ton parcours. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu as fait ? Est-ce que tu aurais fait des choses différemment ? Non, j'ai vraiment... En fait, vraiment, ça fait quand même longtemps. Et il n'y a aucun jour où je me lève et je me dis relou. Non, je suis vraiment satisfaite à 100%. J'ai une équipe géniale. J'ai des associés qui sont super. J'ai une famille qui m'entoure. Je veux dire, je m'estime assez chanceuse dans cette vie. Donc non, je suis vraiment satisfaite. Et sereine surtout. Et je me dis que quoi qu'il arrive, je suis vraiment sereine. Et je dirais juste... il faut oser réaliser ses rêves. Et au pire, ça rate. Et c'est quand même très bien. Et ça, c'est pas juste une phrase LinkedIn, d'aspiration. Non, c'est vraiment la vraie vie. Oui. C'est réel. C'est cool si fait réel et tu peux rater et avoir aussi une famille. Même si ça, il n'y a pas de répercussions. Le côté qui me fait peur un peu. Quand tu as une famille, tu rates ta start-up ou ton business. Neri. Tu peux te rabattre sur autre chose. Je veux dire... direct, tu trouves un CDI. Il faut juste savoir s'adapter. Je veux dire, il n'y a pas de mort. Enfin, en fait, on dramatise beaucoup. شي كلشي في قايشو وانا الشيء اللي راه ستوديو شاحيت فيه والهضره والله الا بودكاست عجبني والله اليوم حلاوه عجبني بزاف. Et juste une dernière question, EasyGain, les produits à domicile, ils seront disponibles au Maroc ? Oui, ils sont disponibles. Ouais, مغاربه acheter وعاودوا فيهم البيع. Genre acheter et revendre. En plus c'est réel le truc. On développe le marché d'occasion. Mais j'ai vu sur le site il y avait un petit truc mais genre c'était un tout petit, genre c'était second hand equipment. مين de rien في المغرب enfin العيال الكبار دغيا كيبدا العكاز. En fait c'est pas que les personnes âgées, c'est les enfants. Mais Anna, كيفاش شاب parce que tu as parlé de ta grand-mère, moi je vois mais enfin pas ma grand-mère mais par exemple ses sœurs qui est à la maison tout le temps. Voilà, فهمتي donc là tout ça pourrait être vraiment juste pour rééduquer, pour être actif. Oui. Excellent. Bah écoute, ça fait un plaisir de t'avoir les Zineb avec nous. Vraiment learn and laugh comme on dit toujours. On se dit à toutes. Réagissez les épisodes, n'hésitez pas à nous suivre sur que ce soit LinkedIn, bref, tous les réseaux sociaux. En vrai, on est partout. On est vraiment partout. Ashangul 7e مازال جاي الخير ومازال long life Moroccan Mavericks مازال جاي الخير ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا. Au revoir et à toutes. Allez, ciao. Au revoir.